Oui, vas-y. Ouais, c'est Ouais, OK. vas-y. Donc, pour introduire le thème, vous connaissez tous le travail de Freud sur la métapsychologie. La métapsychologie freudienne, les pulsions, les fantasmes, la sexualité infantile, l'Édipe, tout cela, Freud l'a construit à partir de son étude des mythes, de son analyse et à partir de ses patients adultes. Il a pensé donc l'enfant à partir de ses différentes expériences et des mythes. Bien. Euh, Freud a fait cela pendant 45 ans, à peu près. Et ensuite, Mélanie Klein a radicalisé cette vision en pensant le bébé à partir uniquement des fantasmes chez l'adulte. Donc, pour elle, un enfant un bébé passé par des phases schizoparanoïades, par des positions dépressives, etc. Et donc, elle a pensé tout l'enfant sans le regarder, sans l'observer, mais à partir uniquement de l'expérience adulte. Ben, par la suite, après la Deuxième Guerre mondiale, avec la croissance, les traumatismes, On n'entend plus, je crois. ça va? Remets ton, remets ton son, Stanislas. Voilà. Oui, oui, vas-y, Antonio, pardon. Merci, merci. Donc, la psychanalyse, après la Deuxième Guerre mondiale, s'est intéressée par l'observation des bébés et non uniquement à penser à partir des fantasmes des adultes. Et donc, Winnicott a été un des premiers dans les années 60 à s'intéresser à l'observation des interactions entre la mère et le bébé. La manière comme ils échangent les regards, les expressions faciales de l'un et de l'autre, la manière comme la mère prend le bébé dans ses bras, tout ça est devenu très important pour Winnicott. Et, et, et Winnicott a essayé toujours de garder, de concilier cette vision de l'observation du bébé avec la métapsychologie de Freud. De même, dans les années 70, Lebovici en France s'est intéressé beaucoup à l'observation des bébés. Lebovici était le président de l'Association mondiale de psychiatrie du bébé. Donc, il s'est intéressé à observer les bébés, il parlait avec les bébés, et pour lui, il y avait trois bébés, les bébés réels, les bébés imaginaires et les bébés fantasmatiques. Le bébé réel, c'est le bébé qui dort pas, qui a des douleurs. Le bébé imaginaire, c'est le bébé de la relation entre la mère et le père. Et le bébé fantasmatique, c'est le bébé de la relation avec les grands-parents, de la mère notamment avec ses propres parents. Et donc, ces trois bébés constituaient pour lui l'expérience des bébés. Les Lebovici, il voyait tout ça dans le sens de l'intégrer dans le modèle de Freud, c'est-à-dire de l'Édipe. La métapsychologie restait pour lui nécessaire. Donc, Winnicott et Lebovici gardent une vision réformiste de la psychanalyse parce qu'ils s'intéressent à l'observation en gardant la métapsychologie de Freud. Bien, par la suite, et au même temps, Bowlby en Angleterre, Mary Ainsworth aux États-Unis, se sont intéressés à créer le modèle de l'attachment. L'attachment est une vision, une manière d'observer le bébé, non en coupant avec la métapsychologie freudienne. Il ne s'intéresse pas à la sexualité, à l'édite, il s'intéresse au comportement du bébé en tant que tel. Il crée donc les différentes styles de l'attachement. Ça, dans les années 80, après, aux États-Unis, Greenberg et Mitchell ont fini, à partir des différents contributeurs,
ils ont fini par créer le concept de psychanalyse relationnelle. Vous voyez, Freud, il pensait uniquement la psychanalyse comme étant la vérité issue d'une personne. Et là, la psychanalyse change de paradigme, il vient la relation, la psychanalyse de la relation. Moi, je me suis beaucoup intéressé à ça, et comme il n'existait pas encore l'APE, vous imaginez, moi, je me suis fait membre d'une association américaine qui me semble trop proche de vous, de la manière de la conception, qui s'appelle IFPE. L'IFPE est donc c'est un corps de psychanalyse qui regroupe des psychanalystes, notamment des États-Unis et du Canada, et qui ont comme finalité, comme au départ, la psychanalyse relationnelle. Bien, moi, je me suis intéressé donc à cette évolution de la psychanalyse des États-Unis, mais avant, je suis allé vivre à Paris, et c'est pour ça que Stanis m'a invité à parler. Je vais vous dire quelque chose. Passé 3 années de la révolution des pays au Portugal, en 1975, je suis parti pour Paris pour apprendre la métapsychologie freudienne à l'université de Paris 7 avec Laplace. Mais en même temps, comme j'étais curieux, je me suis intéressé à voir comment travaillaient les psychanalystes. Les psychanalystes. Et donc, je suis allé voir Lebovici. Lebovici était un psychanalyste connu ici au Portugal parce qu'il avait créé la psychanalyse au Portugal. Et donc, je suis allé voir Lebovici travailler toutes les semaines. Je voyais ses consultations par vidéo et j'ai beaucoup aimé. J'étais impressionné. Il avait quelque chose de spécial. Il passait 3-4 mois, je suis allé vers lui, je lui suis dit, monsieur, vous avez un grand cœur, parce qu'il sortait des choses que les enfants n'avaient rien à dire, mais il sortait des choses exceptionnelles. J'étais étonné. Et c'est alors que les Bovici, peut-être étonné par mon initiative, il m'a invité à aller travailler avec lui. Il était en train de commencer à recevoir des bébés à Bobigny, à la faculté de médecine de Bobigny, dans la banlieue de Paris. Et donc, je suis allé travailler avec lui. Et nous étions 2 psychologues. J'étais un des 2 psychologues. C'était une chose formidable pour un Portugais qui est arrivé à Paris. Et soudain, j'étais au centre de la recherche. Et j'ai été étonné, comme je vous dis, par la façon de travailler de Lebovici, parce qu'il avait une chose qui s'appelle l'inaction. L'inaction, c'est une façon de travailler qui est tournée vers l'action, faire des choses simples. C'était le style de l'inaction, c'est comme nous écoutons la musique, et sans le vouloir, nous commençons à danser. Ça, c'est une ination. La musique nous pénètre et nous bougeons. Voilà, une action. Les Bovici avaient ça. Ils réagissaient à ce qu'ils ressentaient. Et donc, il travaillait beaucoup de cette façon très dynamique, très interventive. Il parlait, comme je vous ai déjà dit, avec les bébés, il parlait avec la mère, il parlait avec le père. Et nous étions dans une salle tout était enregistré et filmé. Et à la fin des films, nous voyons tout ralenti pour décortiquer, pour voir tout ce qui s'est passé dans la relation. Nous devons garder toujours cette liaison à la psychanalyse freudienne de la métapsychologie. Je vous donne un exemple. Une fois, je me souviens, une mère est venue avec son enfant de l'âge de 7 ans. Cette femme était une femme qui avait été abandonnée par son père. C'était une femme qui, son mari ne lui prêtait pas attention. Alors la mère, cette femme raconte qu'elle prend encore le bain avec son fils, qu'elle lui donne encore le sang. C'était étonnant pour les Bovici, qui a réagi avec un mal-être. Alors, la femme demande à Lebovici, est-ce que nous pouvons avoir une relation amoureuse, vous et moi?
Lebovici réagit à cette injonction de la dame en lui proposant que la prochaine fois, ça c'est une action, il propose que la prochaine fois vienne le père, la mère et l'enfant. Il fait ainsi que quand le père revient avec l'enfant et la mère la fois suivante, le père raconte que le fils a l'habitude de jouer avec le feu, qu'il joue avec les allumettes. Lebovici prend ça tout de suite et renvoie au père. Vous ferez bien de donner une tape à votre fils, dit Lebovici. Donner une tape à votre fils, c'est pas étonnant. Ben, le texte qu'il a dit, il voulait se référer au fait que la mère et l'enfant prennent des dents ensemble et que l'enfant prenne encore le sang. Bien. La mère qui agitait, elle est très contrariée, révoltée, elle sort de la salle, mais ils sont revenus et la femme a cessé de prendre le bain et donner le sang à son fils. Vous voyez bien la manière de travailler en une action de Lebovici, interventive. Mais il garde toujours, voyez, dans sa tête, le complexe d'Édipe, la scène primitive, et donc, pour lui, l'Édipe reste toujours l'organisateur du petit mouvement. Il va chercher cela, bien sûr, à Freud. Comme Freud avait construit le complexe d'Édipe, la sexualité infantile, de sa psychologie, donc, à partir de son analyse personnelle et à partir du rêve de l'injection très peu à Irma. Notamment, ce rêve a été très important pour Freud de créer le modèle de l'Édipe. C'est-à-dire, Freud était un enfant qui avait une mère très jeune, un père très âgé, beaucoup plus âgé que la mère, et donc, avec ses patientes hystériques, etc., et donc il a créé cette vérité du psychisme humain, et que Lebovici a toujours voulu concilier. Donc, je considère que Winnicott et Lebovici étaient deux réformistes de la psychanalyse. Mais vous voyez bien, Lebovici ne s'est pas intéressé dans cette interprétation, il ne s'est pas intéressé au fait que la mère avait été abandonnée par son père, au fait que son mari ne s'intéresse pas à elle. Il a voulu, ce qu'il a fait, c'est culpabiliser l'enfant. La faute est l'enfant qui veut dormir, qui veut prendre le bain, qui veut prendre le sang de la mère. C'était ça. Donc, Lebovici confirmait la théorie de Freud. Et voilà. Et ça, c'était la façon de travailler dans les années 70, en essayant de concilier toujours la psychanalyse freudienne avec l'observation des deux. Mais disons, cette fois-ci, il y a cette importance de l'observation que nous ne savons pas au départ de M. Freud et M. Melanie Klein. Et donc, il y a quelqu'un, un Américain, qui venait de temps en temps à Bobigny, qui s'appelle Daniel Stern. Je ne sais pas si vous connaissez, il appartient à un psychanalyste américain, c'était un psychanalyste américain, du groupe de Boston. Lebovici l'aimait beaucoup. Il le considérait le plus proche, il disait, Stern est le plus proche de moi. Stern s'intéressait surtout à savoir comment on se produit les changements. Il s'intéressait aux interactions toujours au présent, toujours en principe, toujours en très symbolique, et sans métapsychologie. Et donc, il y avait une relation très conflictuelle entre Stern et Lebovici. Et ce conflit est surgi un jour, j'étais là, et Lebovici et Daniel Stern a critiqué Lebovici en disant qu'avec ses inactions édipiennes, il était un prédateur. C'est le mot qu'il a utilisé. Et Lebovici a répondu à Stern, non, Lebovici a répondu, tout abandonne l'Édipe. Et Stern dit, non, je n'ai pas abandonné l'Édipe, je l'oublie.
Et le Bovici, très contrarié, dit, mais c'est la grand-mère protectrice, cesse de faire la grand-mère. Alors que vous voyez bien, le Bovici, qui a commencé à travailler avec les bébés à 65 ans, il faisait plutôt un rôle de grand-père. Et en réalité, ce que je trouve sous-jacent à ce que je suis en train de vous raconter, c'est que la psychanalyse réformiste, telle que l'envisage Winnicott-Ledovici, elle concilie, en conciliant la métapsychologie et le transfert contre transfert, il essaye de construire avec pour le patient des narratifs cohérents, comme on a l'habitude de dire. La psychanalyse sert pour construire une narrative cohérente. Et ça permet de reconstruire le sens des choses, le sens des événements, le sens de la vie. Mais c'est un pouvoir excessif de psychanalyse parce qu'ils utilisent les grilles comme celle de Freud, les grilles spéculatives qu'ils utilisent pour accorder ce sens. Et ils donnent beaucoup d'importance à l'empathie. Aujourd'hui, en général, tous les gens s'intéressent à l'empathie. L'empathie à la mode, c'est une théorie des émotions. Mais l'empathie, selon Merleau-Ponty, vous connaissez, j'espère bien Merleau-Ponty, l'empathie est plus qu'une identification émotionnelle. Pour lui, pour Merleau-Ponty, l'empathie, c'est une réciprocité entre mes gestes, comme il écrit, et tes intentions, entre tes intentions et mes gestes. Donc, ça concerne non seulement l'émotion, mais la cognition, le corps. Et donc, Attends, Antonio, parle vraiment devant le micro. Parle, mais plus près, plus près. Donc, c'est bien. Le Merleau-Ponty va nous introduire dans la intentionnalité, l'interintentionnalité. Donc, réciprocité entre mes gestes et tes intentions. Quelle intentionnalité? L'intentionnalité, c'est cette manière de vivre la relation avec l'autre, où l'autre est dans mon corps et je voyage dans son corps. C'est quelque chose qui a été découvert récemment, notamment par les neuroscientistes qui ont découvert les neurones miroirs. Les neurones miroirs sont à l'origine, à la base de l'intentionnalité. Et pour vous expliquer un peu mieux, il y a une expérience intéressante d'un autre psychanalyste, Meltzoff. Le Meltzoff raconte qu'un enfant de 18 mois, il regarde le père qui lance un ballon pour l'introduire dans un panier. Mais le père, c'est pas, par exemple, il faillit. L'enfant regarde le père qui a failli lancer le ballon dans le panier, l'enfant, il va arriver à mettre le ballon dans le panier. Pourquoi? Il n'imite pas le comportement de l'enfant. Il découvre l'intention du père. Et donc, en découvrant l'intention, il réagit, il met le ballon dans le panier. C'est ça, cette capacité que nous avons tous de vivre les intentions les uns des autres. L'unité de base de la communication humaine est donc, à mon avis, l'intentionnalité. Il ne s'agit pas donc d'attribuer le sens à partir des grilles, des constructions de narratifs cohérents. Il s'agit de découvrir le sens que les choses ont. Et donc, si on découvre le sens que les choses ont, c'est parce qu'on a un rapport entre nous, par le regard, mais par les neurones miroirs, de façon que le plus important dans une relation, notamment celle de la psychanalyse, ce n'est pas de théoriser. Le plus important n'est pas la théorie. Le plus important, c'est cette capacité de vivre la relation au présent. Et Lebovici
et quand ils avaient cette capacité cette intuition. Mais ils étaient un peu pris par le modèle de Freud à cette période encore. Et donc, vous savez, vous connaissez peut-être le Boston Science Protest Early Group. Et les groupes ont créé Kern, Tromp, Ripline, Sander, Naum, etc. Et ce groupe de Boston, qui a écrit des choses très intéressantes, ils défendent que le niveau plus profond de la relation n'est pas l'existence de fantasmes et de défense. Le plus important d'une relation, c'est les époux ici et maintenant. Les époux ici et maintenant. Et donc cela implique un nouveau paradigme. Deux personnes qui sont en complémentarité intentionnelle, ils vont créer des intuitions, ils vont créer des métaphores corporelles, ils vont créer des jeux d'humour, ils vont créer des émotions qui sont tournées vers l'avenir qui permettent de comprendre le sens des choses. En psychanalyse d'adulte, à mon avis, cette complémentarité entre l'analyste et le patient est très importante. C'est une relation de complémentarité et non de supériorité de l'un face à l'autre. Nous sommes deux êtres humains face à face et nous découvrons ensemble le sens de les choses. Ça, c'est une découverte à deux. C'est pas un qui fait tout et l'autre qui ne fait rien. C'est ça qu'il faut comprendre. Cette manière de penser à partir d'intentionnalité implique une innovation qui permet aux psychanalyse de sortir de la répétition en créant un monde nouveau. Donc, pour créer un monde nouveau, pour créer une nouvelle relation, il faut rompre avec le modèle classique de transfert contre transfert. Peut-être le meilleur psychanalyste portugais qui vient de décéder il y a 2 ans, Coimbra de Matos, auquel j'étais proche et qui était un peu la personne la plus importante de la psychanalyse de Portugal, l'association psychanalytique portugaise à laquelle j'appartiens, il défend clairement qu'il faut empêcher dans une relation psychanalytique, il faut empêcher l'installation du transfert dès le début d'analyse. C'est ça qui permet, au lieu de longues analyses qui ne créent pas de nouveau, c'est ça qui permet de créer une nouvelle relation. Une nouvelle relation, dans la nouvelle relation, le psychanalyste n'est pas neutre. Le psychanalyste est en face et qui s'intéresse au patient, qui aime le patient comme une mère aime son enfant. C'est le patient qui dirige son analyse. Donc, une relation qui est vécue au présent, tournée vers l'avenir, et qui permet de créer une espèce dans le laboratoire, de créer un monde enthousiasmant et non saturé. Il y a toujours des choses à discuter, à voir, à partager. Psychanalyse et éducation. Une psychanalyse comme un laboratoire, disons, il y a une transférence de la vie de l'analyse entre patient et analyse, et ça va se retourner peu à peu vers la vie de chaque jour du patient. Les choses qu'on découvre dans la relation, on les transfère vers les jours les autres. Ils ont fait des découvertes, on fait des changements. Par exemple, moi, si vous me permettez, tout à l'heure, je racontais, j'ai l'habitude de travailler avec mes patients, je négocie pour ceux qui veulent, je les amène dans une forêt, c'est dans la forêt à Martin, à Cottouin, qu'on partage au milieu des oiseaux, des arbres, j'aime la nature, donc je portais pour ça. Mais disons, ça crée une ambiance différente d'être dans une forêt avec un patient, d'être dans une salle.
vous pouvez le voir. Notamment, ça permet de réduire l'anxiété, de changer des sujets. Les gens s'intéressent et ça devient passionnant, à mon avis. Voilà. Et alors, pour conclure, parce que ce n'est pas de très bonnes conditions pour être avec vous, je regrette énormément de ne pas être à Paris. Mais pour conclure, je voulais dire deux choses. La première, c'est que c'est très important de travailler à multidisciplinarité. Il faut que nous nous cachons dans des petits groupes. Aujourd'hui, les psychanalystes renferment un petit groupe, les lacaniens, les ceci, les cela. Non, il faut s'ouvrir, il faut partager, il faut discuter. Et donc, cette façon intégrative de travailler me semble une caractéristique de votre association et qui nous laisse contents et avec cette envie de partager avec vous. Donc, pour ça, il faut que nous soyons capables de questionner la métapsychologie et de nous donner la valeur à la observation, à la intentionnalité, à la vraie empathie innocente. Alors, si nous faisons ça, la psychanalyse devient une relation intime. Être psychanalyste, c'est développer une relation intime. Une relation intime, la psychanalyse doit s'intéresser non seulement aux relations pathologiques, mais aux relations saines. La psychanalyse concerne les relations. C'est la science de la relation intime. Moi, aux États-Unis, il y a quelques années, j'ai proposé un concept. J'ai dit que la psychanalyse devrait s'appeler philocréa. Philocréa, c'est le nom grec pour dire ami des relations intimes. La psychanalyse est l'ami, la science amie des relations intimes. C'est comme je vois la chose. Et donc, pour conclure finalement, je dirais que la psychanalyse a comme objet la relation intime tournée vers le social et qu'elle a comme méthode privilégiée l'intentionnalité. Voilà. Cela permet de créer, de valider le modèle de la psychanalyse d'une façon objective. Quand dans une relation, les patients et l'analyste font des jeux d'humour, quand ils créent des métaphores corporelles, quand ils créent des intuitions, quand ils couvrent le sens que les choses ont, et alors ils sont en train de faire le bon chemin. Et ça va permettre qu'à partir de la relation intime, les relations de toutes les relations sociales du patient se développent et croissent par l'expansion de l'identité et par la création vraie. C'est créer l'art, créer relation, créer science, créer. Ça, c'est la capacité de la psychanalyse envisagée comme je vous propose. Voilà, merci. Mais Antonio, il va y avoir peut-être des questions. Peut-être que, j'espère que vous avez bien entendu tout. Vous avez peut-être des questions à poser. On est désolé pour le son. Je suis complètement désolé. Je m'excuse, je ne sais pour rien, mais je ne comprends pas. Non, mais ce que je te propose que le mois prochain, on peut peut-être se passer au bureau de l'APE, ils seront d'accord pour qu'on refasse quelque chose ensemble. Et puis, Oh oui, tout à fait. voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Antonio. C'est passionnant. Personnellement, moi, j'ai entendu Antonio, c'était passionnant. Donc, oui, oui, on peut recréer quelque chose ensemble. Est-ce que Antonio a le temps de prendre des questions ou des réflexions? Tu reportera. continue, Antonio, tu restes là avec nous, hein, il y a des questions. Je reste là. Vous pouvez vous écouter, parler entre vous aussi. D'accord. Alors, est-ce que peut-être pour nos apprenants, est-ce que c'est un questionnement que vous avez eu, les bébés, les nourrissons, les très petits, qu'est-ce que ça vous invoque ou qu'est-ce que vous avez déjà lu des choses? Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche? Est-ce que vous avez des questions à poser à Antonio? Parce qu'on n'est pas tous spécialistes
avec Justement, c'est pour... les bébés, voilà. Donc, allez-y, hein. Oui. Tu vas te laver les dents, tu coupes le son, s'il te plaît. Non, ça me casse la tête, là. Tu regardes pas vraiment, en plus. Comment? Non, c'était pas en lien avec une question pour Antonio. Voilà. Une enfant va se laver les dents, là, apparemment. Alors, il y a une main levée, mais je ne... Loïc. Loïc. Oui, alors j'ai malheureusement pas pu tout entendre, mais j'ai récupéré des bribes qui me faisaient faire le lien avec un podcast de Boris Cyrulnik que j'écoutais récemment. Boris Cyrulnik qui évoquait que l'intérêt qu'il voyait dans la théorie de l'attachement, c'était que il y avait justement un petit peu cette logique multiple dans la théorie de l'attachement, c'est que la figure d'attachement n'était pas nécessairement la mère. Ça pouvait être la mère, ça pouvait être une autre femme, ça pouvait être le père, ça pouvait être d'autres figures. Et c'est un peu cette question-là que j'entends un petit peu dans les bribes que j'ai pu attraper du discours posé par Antonio, cette importance d'avoir une capacité à explorer au présent avec beaucoup d'ouverture, finalement la richesse des relations que l'enfant a pu tisser et que ben, l'adulte porte avec lui. Et notamment, j'entends en particulier cette phrase de ne pas s'intéresser qu'aux relations pathologiques, mais aussi à celles qui sont des relations de parité. Est-ce que c'est bien ça qui est un peu dans le propos autour de ce partage? Oui. Je n'ai pas saisi la question. Excusez-moi. Tu parles un petit peu trop vite, Loïc, si tu peux reposer tranquillement la question ou le Je propos. suis en train d'arriver. Oui, Je suis connecté avec vous. Ah, mais à quel endroit? Nathalie, est-ce qu'il est là? Je l'ai fait rentrer, oui, oui. Alors, je vais activer le son pour Antonio. Parce que là, cette fois-là, il y a un micro. Parle, Antoine. Allô? Oui, super. ah, parfait. Voilà, ressuscité. Ressuscité, c'est bien. Merci. Bon. Excusez, Oui, maintenant tout y est, je ne comprends pas. Oui, Loïc, si tu peux tranquillement oui, en quelques mots, je revenais sur cette idée de multidisciplinarité, de savoir sortir effectivement, par exemple, du modèle transfert contre transfert hein, Oui, qui peut enfermer la relation. Je refaisais le lien avec une remarque que posait Boris Cyrulnik sur l'intérêt qu'il avait vu, lui, de la théorie de l'attachement, qui était que les figures d'attachement peuvent être multiples. Elles ne sont pas qu'une. Et donc, c'est ce que j'entendais, moi. Je voulais juste confirmer que c'était bien un peu le sens de vos propos. J'entendais que dans cette idée de s'intéresser aux relations, ne pas simplement aux relations pathologiques, mais aussi à celles qui ont créé du lien, ben, il y avait oui, cette importance d'être dans l'ouverture et d'aller vraiment comprendre quel est le paysage relationnel du patient. oui. Mais quand je parlais de l'attachement de Bowlby, de Mary Ainsworth, j'ai voulu simplement faire dire il partage, disons, c'est une façon de penser la relation avec l'autre, non à partir de la métapsychologie freudienne, mais à partir de l'observation des comportements. Et on met un enfant dans une salle, on le fait sortir, comment est-ce qu'il réagit quand on le sépare de la mère, quand il revient à la mère, quand on le sépare du père, quand il vient au père, et on va voir que l'enfant réagit avec des façons d'assurance ou d'insécurité. Il évite le problème, ou il est ambivalent, ou il se désorganise. Cette façon, c'est l'attachement. Et donc, la théorie de l'attachement de Bowlby, c'est révolutionnaire. C'est pour moi la théorie la plus scientifique chez les enfants. C'est scientifique parce que ce n'est pas à partir de conjectures, c'est des observations. C'est l'observation. Et donc, ça permet à nous tous
de travailler avec des choses réelles qui peuvent avoir une influence pour que se construise un attachement sûr, d'assurance pour l'enfant, à partir de la pratique. La pratique qui ne partit, c'est pas de culpabiliser l'enfant, c'est de prendre les choses comme elles arrivent pour l'enfant, des petits-enfants, parce que la théorie de l'attachement s'applique aux petits, ça se crée dès la petite enfance et ça continue toute la vie. Vous connaissez par exemple Mary Mann, qui a construit comment est l'attachement des adultes. Moi, je travaille toujours dans ma séance de diagnostic, j'interroge mes patients sur l'attachement chez l'adulte et chez l'enfant. Quand je reçois des enfants ou chez des adultes, j'essaie toujours de comprendre comment est l'attachement de la personne. Et ça c'est très concret, c'est réel. Je ne réponds pas à tout, mais je voulais mettre le focus sur cette question de l'observation du réel. Parce que la psychanalyse des bébés a permis à la psychanalyse de donner un saut, c'est-à-dire en s'intéressant à l'observation et pas uniquement à des fantasmes. Il y a même un psychanalyste écossais, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Fairbairn, vous connaissez. Il disait qu'un enfant n'a pas de fantasme. Il a des fantasmes quand la relation n'est pas d'amour. Quand il ne reçoit pas l'amour, il va pas commencer à avoir des fantasmes. Sinon, la relation, c'est comme pense Stern et les autres, c'est-à-dire les relations à partir du présent, vécu au présent, et des choses simples. Et l'importance des petites choses. Les choses les plus importantes de la vie, peut-être, sont les petites choses. Et ça construit un style d'attachement. Pardon. Mais les Bovici avaient ce raisonnement aussi, lorsque tu travaillais avec eux. Il est moitié. Lebovici était un réformiste, j'ai dit ça. Maintenant, il ne disait pas ça. Mais Lebovici, c'était quelqu'un qui était très intéressant. Il faisait l'observation. Il était très intéressant quand il parlait avec un bébé, c'était étonnant. Quand il parlait avec la mère, avec le père, il retirait, il avait des choses intéressantes toujours, mais il essayait toujours d'inscrire l'enfant, la mère et le père dans l'Édipe, dans la triangulation. Il faisait des interprétations toujours en fonction édipienne. Donc il était quelqu'un qui faisait observation, mais gardait toujours le lien avec la métapsychologie. Cependant que, comme je vous dis, le groupe de Boston, les Américains, etc., Bob, ils ont créé à partir des choses plus soutenables scientifiquement. L'intentionnalité, c'est quelque chose de réel, c'est-à-dire nos cerveaux ont des neurones miroirs dans tout le cerveau qui nous permet de contacter. Nous sommes dans une relation avec l'autre. Le cerveau n'existe pas seul. Notre cerveau est fait pour être en relation avec un autre cerveau. Si vous lisez Galès, Risolato, je ne sais pas si c'est des noms que vous connaissez, c'est les scientifiques de neurones miroirs qui ont découvert, ce sont des Italiens, et c'est très intéressant parce que ça crée une autre façon de penser. Lebovici était toujours avec l'Édipe. Il critiquait, comme je vous racontais, Daniel Stern parce que selon lui, il avait abandonné le complexe d'Édipe. Et donc, les psychanalystes de la relation, ils ne s'intéressent pas beaucoup à l'Édipe. L'Édipe, c'est une façon d'organiser le psychisme quand une personne est malade. Ce n'est pas universel, comme pensait Freud. Et ça, Lebovici ne voyait pas. Mais Lebovici était un homme remarquable. Je
je le fais venir ici au Portugal pour lui faire, je l'invitais avec d'autres à mon université. On a organisé une journée avec lui à parler des bébés tout le temps. C'était passionnant. À la soirée, on est allé à la Société de psychanalyse faire une conférence pour les psychanalystes. Après, on est allé au Fado. Vous voyez, c'était un homme très convivial. Je me souviens quand on était à Bobigny, quand on débutait l'année comme nous sommes là maintenant, il organisait toujours un bal. Chez des amis, des familles, dans la zone de Concorde, ici, là, il dansait avec ses collaboratrices. C'était très touchant. C'était un homme très... c'est quelqu'un qui s'est enfui d'Auschwitz. C'est spécial, et c'était un homme spécial. Il avait été le psychanalyste, par exemple, de Giscard d'Estaing. Vous connaissez Giscard, le président? Il a fait psychanalyse avec Lebovici quand il était ministre des Finances. Et Lebovici nous disait certaines choses. Il disait que Giscard, c'était un normopathe. C'était ça. Il y a une question de quelqu'un qui demande, est-ce qu'un bébé a toujours parlé depuis sa naissance? Non, est-ce qu'un bébé à qui on a parlé depuis sa naissance accède au stade du miroir plus tôt? Ah. Un bébé qui n'a pas parlé depuis la naissance, s'il atteint le stade miroir. Non. C'était la question, c'est... Attends, j'ai perdu la... J'ai pas compris. Ah, Attends. Je trouve plus la page. Ah! Discuter, c'est là. Alors, c'est bloqué. Dis-le, Nathalie. Moi, ma allez. page est bloquée. Est-ce que si on a parlé à un bébé très Oui, tôt, depuis sa naissance, oui. il va accéder au stade miroir plus tôt, plus rapidement? Je ne sais pas répondre parce que c'est pas une question uniquement cognitive, c'est-à-dire c'est un problème, c'est pas de langage, c'est d'amour. Et ça, comment il va se développer si on lui parle, est-ce qu'on lui parle avec amour? Si on ne lui parle pas, le fait, c'est très intéressant. Un Meltzoff dont je vous ai parlé, il a découvert qu'un bébé avec 18 heures de vie, il regarde, il peut imiter la mère. Hmm. Vous voyez? Il imite l'expression à 18 heures. Donc, après, son développement va dépendre de la relation. Ce n'est pas de lui parler ou de ne pas lui parler. Et l'important, c'est la manière. Par exemple, Winnicott, il s'intéressait aux expressions faciales, au regard. C'est comme dans les neurones miroirs, nous, dans l'amour, on s'intéresse beaucoup à la relation entre les amoureux se regardent. L'amour, ça tient ça. Nous, si nous passons tout le temps avec nos patients couchés sur le divan, nous n'avons peut-être pas suffisamment de regard. Hein? Et pour un enfant, ces échanges sensoriels, le développement d'un enfant, ce n'est pas uniquement un problème de langage. C'est comme l'empathie, ce n'est pas une question d'émotion à peine. C'est quelque chose de plus général qui concerne tout le corps, toute la relation. Et donc, je ne peux pas répondre à cette question simplement avec ces données. Il faudrait faire l'observation. Il faut aller observer cet enfant-là et voir comment ça se passe. Merci. D'autres questions, d'autres réflexions? Antonio nous dit, nous sommes nés avec la capacité d'identifier les expressions. Antonio Amaro nous dit, nous sommes nés avec la capacité d'identifier les expressions. Est-ce que tu penses à ça? Oui. Est-ce que Oui. c'est vrai?
Oui, Oui, l'expression faciale. le- c'est dans le cerveau, cette capacité de développer ça. Mais il y a quelque chose de culturel, on en a parlé ensemble, Antonio, Hein? que justement les Oui, Portugais regardent dans les yeux très en face par rapport aux Français que je connais. Donc je oui, pense qu'une maman portugaise, ce qui est d'intéressant un peu plus maintenant, mais les mamans portugaises n'ont pas beaucoup de poussettes, c'est-à-dire qu'elles prennent le bébé, je sais oui, plus le français, En écharpe, en fait. dans le Portage. corps. les bébés sont très très proches. On ne promène pas des bébés dans des poussettes. Bon, bah, d'abord, c'est géographique. Oui, Il y a des pavés oui, partout, ça descend, ça monte. Donc, je oui, pense que c'est pas possible. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus dans le regard et beaucoup plus proche, je trouve, oui. au Portugal. Le regard est important. Moi, c'est important pour nous tous. Mm. Même quand on a un grand développement cognitif du langage, parfois peut-être on ne prête pas attention, mais chaque personne cherche dans l'autre le regard de l'autre. Je suis en train de te regarder dans les yeux. Mm. C'est normal. Il y a des réflexions. Est-ce que, Margarida, tu as tout compris? Tu as des questions? C'est qui Margarida, là? C'est intéressant, les nouveaux qui sont là. Je suis, j'ai été aluna, élève, j'ai été Élève. élève d'Antonio il y a quelques ans dans l'université, on s'est connaît là et j'aime bien ses classes et sa forme de pensée et on a une amitié de 13, 14 ans et on s'est revu maintenant dans une conférence au nord du Portugal. Et maintenant, Antonio, c'est mon superviseur de clinique et il a partagé avec moi cet événement d'aujourd'hui et j'étais bien content de pouvoir écouter et participer dans cette conférence. Obrigado, Margarida. Obrigado. Regarde. Simpático. Verdadeiro. Sim. C'est touchant. Non, mais j'avais un exemple, et j'en avais parlé à Antonio il y a quelques années. Il y avait un petit bébé qui ne me parlait pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, il avait vu toute une sorte de batterie d'examens, de professeurs, de personne ne comprenait. Et ils ont donc demandé à la mère, mais qu'est-ce que vous racontez à votre bébé? Bah, je ne lui parle pas, un bébé ça comprend rien, donc je ne parle pas. C'est-à-dire c'est une maman qui ne prononçait aucun mot devant son bébé. Donc le Oui, bébé ne parlait pas. oui. C'est un cas extrême, mais elle disait ça d'un ton naturel. Bah, un bébé ça comprend rien, donc je ne lui parle pas. C'est extraordinaire, hein. C'est Oui, c'est comme extraordinaire. cas, ça. Oui, parce qu'on réduit le parler à une question intellectuelle, Oui, cognitive. Et tout à fait. parler, c'est beaucoup plus que ça. C'est une musique Mhm. pour un enfant, pour un bébé. Mhm. C'est une musique. S'il est adoré, s'il est aimé, il écoute autre chose. C'est une musique. Et puis c'est intéressant aussi au niveau des langues pour les parents binationaux Oui, où il y a trois langues, que le oui, bébé tout de suite va entendre des langues différentes. C'est pas anodin. oui. Mais l'enfant, le bébé, il a toujours une langue maternelle. C'est la langue que la mère et l'enfant parlent. La mère et les bébés parlent une langue. C'est la langue maternelle. Et cette langue est toujours très importante. Quand Oui. j'étais à Paris, je voyais pas mal d'enfants d'origine portugaise. Et le simple fait que je parlais avec eux en tant que thérapeute en portugais, ça enlevait une partie de la dépression de ces enfants parce qu'ils avaient une langue euh, qui était, qui pouvait pas se développer. C'est la langue des affects. La langue maternelle est la langue des émotions, des affects. Et Et les ça, parents c'est le très important. C'est le français pour les Français, c'est le portugais pour les Portugais, c'est l'anglais pour les Anglais. Mais maintenant, on généralise et ça devient l'anglais est devenu une langue universelle.
C'est un peu bizarre pour moi. Mais pour un enfant, Oui, mais j'ai eu un cas aussi comme ça, la maman brésilienne qui parlait portugais, qui habitait oui, en France, mariée avec un Espagnol. Et donc le bébé pleurait dans ses bras et oui, elle lui disait en français, mais t'arrives pas à te calmer et tout. Et je lui ai dit gentiment, avec politesse, mais calmez-le en portugais, arrêtez de lui parler en français, il va parler encore plus. Elle lui a parlé en portugais, il s'est arrêté aussitôt de pleurer. Donc oui, c'était oui. vraiment OK, l'importance de la langue maternelle. OK, oui, oui, oui. D'autres réflexions? Je vais interpeller Raphaël. Est-ce que tu as des bébés ou des enfants dans ta clinique? Il n'y a pas le micro. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas Ah non, je compris. demande à Raphaël Ah, Raphaël. OK. qui est là, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas le OK. micro. Là, ça marche. Oui, c'est bon. Oui, Alors, merci pour cet exposé qu'on a parfaitement entendu. J'ai pas de bébé, Stanislas, dans mes consultations. En oui, fait, je travaille uniquement avec des adultes ou avec des jeunes adultes pour des problématiques qui me semblent importantes, qui est le fait que le patient puisse s'opposer au psychanalyste, que sa voix soit pas toute puissante. oui. Et à travers les problématiques du nourrisson, j'avoue que je j'y connais pas grand-chose, voire rien du tout. Mais en vous écoutant, je me demandais si l'IA pouvait avoir une place. Je sais pas si vous m'entendez. Si, Si L'IA. l'intelligence artificielle pouvait avoir une place pour pouvoir essayer d'identifier les problématiques, un certain nombre de problématiques qu'on pourrait confier à l'IA, qui pourrait, je sais pas, par exemple, surveiller dans les maternités les comportements des bébés et donner des premières indications. oui, 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 Si la technologie peut aider l'aide pour les bébés et les parents. oui. Quand j'étais à Bobigny, toute la région du nord de Paris, il y avait les centres PMI, prévention materno-infantile, disons, les thérapeutes, les psychanalystes, les différentes qui travaillaient avec les Bovici. Ils venaient dans la consultation de les Bovici, ils repartaient, revenaient, toute une manière de travailler avec les parents et les bébés. Et c'est ça peut-être qui est important. Ici, au Portugal, il y a très peu de cette pratique. J'ai créé la consultation des enfants, des bébés et des enfants à l'hôpital pédiatrique de Lisbonne, il y a 20 ans, 20 quelques années. Et disons, le travail avec les tout petits n'est jamais pris très au sérieux, à mon avis. C'est toujours quelque chose de particulier et, et on commence à travailler avec les enfants, mais pas avec les bébés. Et les bébés nous apprennent beaucoup. Les Bovici, par exemple, ils pensaient que la névrose infantile des enfants était le résultat des interactions maladives entre le bébé et ses parents. La névrose infantile répétait déjà une névrose du bébé. C'est comme les Bovici voyaient les choses. Je ne sais pas si je réponds je crois que je ne réponds pas bien parce que je ne saisis pas très bien. Non, parce que Raphaël te demandait avec euh, les nouvelles technologies, intelligence artificielle. Oui. Vachement. Je ne sais rien. Donc, tu sais pas. Je ne sais pas je suis trop vieux.
Mais non. Merci beaucoup en tout cas. Merci, merci. J'avais pas saisi. D'autres questions, d'autres réflexions? Non. Je propose que l'on arrête là pour ce soir. Oui, Antonio? Oui. Merci beaucoup pour votre intervention et j'espère vous revoir parmi nous. merci. Vous Merci. me verrez sûrement. Merci Je beaucoup. regrette cet incident qui nous a porté préjudice. La prochaine fois, je vais vous recevoir dans la forêt où je travaille. D'accord. Tous ensemble. C'est plus, On va venir dans le c'est jardin. plus c'est agréable. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Muito Merci. boa noite e grande abraço. Até em breve. Oui. Et Bah, bonne vie, bon travail. Au revoir. Plaisir de faire Au votre plaisir. connaissance. Et merci Stanislas. Merci beaucoup. Il y a Nathalie aussi. Merci Antonio. Merci beaucoup à vous. Merci. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci Antonio. Bonne Bonne soirée. Merci, Obrigado. bonne soirée. Plaisir. Très Je- intéressant de vous voir. Très C'est- intéressant de vous avoir eu aussi, hein. Et Merci. j'espère vraiment que vous allez revenir. Ça a été dans des conditions difficiles. Là, je ne m'attendais pas à ça. Non, mais Alors, on a Moi qui réussi. j'aime le regard, et j'étais avec vous sans pouvoir vous regarder ni vous à moi. C'est presque une guerre. Merci. On va commencer par le timbre de la voix et puis on Oui. passera par le regard, mais là, on se voit. Merci. Merci beaucoup. Plaisir.